Et pendant qu'elle posait à terre le petit balai de foyer qu'elle venait d'acheter chez le marchand de couleurs, elle disait qu'il faisait chaud, elle ouvrait un peu plus sa fenêtre, elle redressait un voile de fauteuil, remettait un livre en place, comme une femme très tranquille, pleine d'affection pour le capitaine, et beaucoup plus jeune que lui. Car vraiment, avec son petit tablier bleu, on ne lui aurait pas donné plus de 35 ans. Lui, il avait largement dépassé la cinquantaine. Elle s'affairait autour de la table, et, tout en écoutant son bavardage, le capitaine tournait la tête à droite et à gauche, avec un vague murmure approbateur. Il était tout à fait chez lui, au bout de 20 ans. Eh bien, dit-il enfin, j'ai reçu des nouvelles de Mr. Paul Gate. Il avait appris par Mr. Paul Gate qu'on ne pouvait donner un meilleur conseil que celui d'envoyer un des garçons dans une université. Mr. Floyd a fait ses études à Cambridge, non, à Oxford. Oh, au fait, je ne sais plus, dit Mrs. Flanders. Elle regarda le jardin, de minuscules fenêtres du lilas, de la verdure, se reflétèrent dans ses yeux. Archer marche très bien, dit-elle. J'ai reçu du capitaine Maxwell un excellent bulletin. Je vais vous laisser la lettre. Vous la ferez lire à Jacob, dit le capitaine en rentrant gauchement le papier dans l'enveloppe. Jacob, il s'occupe de ses papillons comme de coutume, dit Mrs. Flanders avec irritation. Mais une arrière-pensée parut lui venir. Le cricket reprend cette semaine, bien entendu. Edward Jenkinson a donné sa démission, dit le capitaine Barfoot. En ce cas, vous allez poser votre candidature, s'écria Mrs. Flanders en le regardant droit dans les yeux. Mon Dieu, là-dessus, commença le capitaine, et il s'enfonça davantage dans son fauteuil. Voilà comment Jacob Flanders entra en octobre 1906 à Cambridge. 3. Ce n'est pas un compartiment de fumeurs ici, protesta Mrs. Norman avec véhémence, mais d'une voix faible, au moment où la portière s'ouvrit avec brusquerie et où un jeune homme à forte carrure fit irruption dans l'intérieur. Il ne parut pas entendre. Le train n'avait pas d'arrêt avant Cambridge, et voilà qu'elle était enfermée toute seule dans un compartiment de chemin de fer avec un jeune homme. Elle fit jouer le ressort de son sac de voyage et s'assura que son roman de chez Mudie et son flacon de parfum étaient bien à sa portée. Le jeune homme, alors, lui tournait le dos, occupé qu'il était à placer sa valise dans le porte-bagages. De la main droite, décida-t-elle, elle tirerait la sonnette d'alarme. C'était une femme de 50 ans et qui avait un fils au collège. Il n'en était pas moins notoire que les hommes sont dangereux. Elle lut une demi-colonne de son journal, puis regarda furtivement par-dessus pour décider de la question de sécurité par l'infaillible témoignage des apparences. Elle aurait volontiers offert son journal à ce monsieur, mais les jeunes gens lisent-ils le Morning Post? Elle regarda, il tenait en main le Daily Telegraph. Ayant remarqué ses chaussettes mal tirées et sa cravate très défraîchie, elle examina le visage de son compagnon de route. Elle s'attarda à considérer sa bouche, les lèvres serrées, les yeux baissés naturellement puisqu'il lisait, tout cela ferme, mais juvénile, indifférent, inconscient. Attaquer quelqu'un, il n'y songeait guère, non, 100 fois non. Elle se remit à la fenêtre, mais cette fois avec un léger sourire, puis se tourna de nouveau vers lui qui ne faisait pas attention à elle. Grave, inconscient. Parfois il levait les yeux, mais sans paraître la voir. Pour on ne sait quelle raison, il semblait si peu à sa place tout seul avec cette dame entre deux âges. Il leva les yeux, des yeux bleus, et les fixa sur la campagne. Il ne s'est pas encore aperçu que j'existe, pensa Mrs. Norman. Enfin, tout de même, pensa Mrs. Norman. Enfin, tout de même, pense-t-il que c'est ma faute, à moi, si ce compartiment n'est pas un compartiment de fumeurs? Aucun de nous ne voit les autres tels qu'ils sont.
et pas plus une cinquantenaire assise en face d'un jeune inconnu dans le train. Ce qu'on voit, c'est un ensemble, c'est toutes sortes de choses, c'est soi qu'on voit. Mrs. Norman en était à la 3e page d'un roman de Mr. Morris. Devrait-elle dire à ce jeune homme, qui après tout était de l'âge de son fils, si vous avez envie de fumer, ne vous gênez pas. Non, puisqu'il semblait ignorer absolument cette présence. Elle ne voulait pas être indiscrète. Mais puisque même à son âge, elle remarquait son indifférence, on pouvait présumer, elle du moins le pouvait, qu'il était, d'une façon ou d'une autre, sympathique, généreux, intéressant, distingué, bien charpenté comme son propre fils. Des impressions de Mrs. Norman tirons ce que nous pouvons. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce jeune homme était Jacob Flanders, âgé de 19 ans. Inutile de vouloir inventorier les gens, en faire la somme totale. On ne peut que s'en rapporter à des indices, sans tenir absolument compte de leurs paroles, ni même de leurs actes, de ce qui se passa, par exemple, quand le train entra en gare. Mr. Flanders ouvrit vivement la portière, sortit du compartiment les bagages de Mrs. Norman, en disant, ou plutôt en marmottant, « Permettez », de l'air le plus timide du monde, le plus embarrassé vraiment. « Qui donc est ?» demanda la mère à son fils, qui l'attendait sur le quai. Mais comme il y avait beaucoup de monde, et que Jacob était déjà loin, elle ne termina pas sa phrase. Elle était arrivée à Cambridge, elle allait y passer le week-end. On ne voyait dans cet endroit le jour durant que des jeunes gens dans les rues et autour des tables rondes. Aussi oublia-t-elle complètement son compagnon de voyage. Il disparut de son esprit, comme une épingle tordue jetée par un enfant au fond d'un puisard, tourbillonne un instant dans l'eau et disparaît pour toujours. On dit que le ciel est partout le même. Les voyageurs, les naufragés, les exilés et les mourants tirent de cette pensée du réconfort. Et, si l'on a des dispositions au mysticisme, nul doute qu'une consolation et même une explication ne tombent comme une pluie bienfaisante de cette morne étendue. Mais au-dessus de Cambridge, en tout cas au-dessus du toit de la chapelle de King's College, on constate une différence. Une grande ville, vue de la pleine mer, projette une lueur dans la nuit. Est-il chimérique d'admettre que le ciel qui s'insinue entre les déchiquetures de la chapelle s'y purifie, devient plus léger, plus clair, plus étincelant que partout ailleurs? Cambridge ne rayonne-t-il pas non seulement la nuit, mais le jour? Regardez-les voltiger, les grandes robes en marche vers le service divin, comme si rien de pesant ni de corporel ne les habitait. Et sur ces visages de statues, quelle assurance, quelle autorité, tempérée par la piété. Pourtant, de fortes chaussures se dissimulent sous les robes. Et quelle majesté dans ce défilé! De gros cierges de cire s'érigent, des jeunes gens surplis se lèvent, et l'aigle rampant du lutrin soutient, pour l'exposer à la vue, le grand livre immaculé. Par chaque baie entre, avec précision, un plan incliné de lumière, toujours pourpre et dorée, même quand elle est diffuse et impalpable comme une poussière. Cependant qu'aux endroits où elle vient se briser sur les dalles, la pierre est suavement nuancée de rouge, de jaune et de violet. Ni la neige,
Ni la verdure, ni l'hiver, ni l'été n'influent sur les antiques vitraux. Comme les pans d'une lanterne protègent la flamme, de telle sorte qu'elle brille tranquillement dans la nuit la plus tourmentée, parenthèse, brûle et gravement illumine le tronc des chênes, fin de parenthèse, ainsi, à l'intérieur de la chapelle, tout est ordre et discipline. Solennellement résonnent les voix. Sagement l'orgue leur répond, comme pour fortifier la croyance humaine par l'assentiment des choses insensibles. Les formes vêtues de blanc passent d'un côté à l'autre du chœur, tantôt montant, tantôt descendant les degrés, tout cela avec discipline. Quand on dépose une lanterne sous un arbre, tous les insectes de la forêt rampent vers elle, curieux assemblés. Car, bien qu'ils se traînent, se bousculent, s'accrochent et se cognent la tête contre la vitre, ils semblent n'avoir aucun dessein. Une force dénuée de sens les guide. On se fatigue à les regarder tandis qu'ils déambulent autour de la lanterne et y frappent aveuglément, comme pour être admis à l'intérieur. Pendant ce temps, un énorme crapaud, le plus ahuri de la bande, se ferait un chemin à coups d'épaule. Mais qu'est-ce? Dieu, que se passe-t-il? Une volée de coups de pistolet effroyables éclate durement. Des ondes sonores s'étalent. Puis le silence, avec douceur, se pose sur le bruit. Un arbre. C'est un arbre qui s'est abattu. On dirait qu'il y a un mort dans la forêt et le vent souffle avec mélancolie dans la ramure. Mais ce service, dans la chapelle de King's College, pourquoi permettre aux femmes d'y assister? Évidemment, si l'esprit vagabonde, et Jacob semblait extraordinairement distrait, la tête rejetée en arrière, son livre de prière ouvert à la mauvaise page, si l'esprit vagabonde, c'est parce qu'un tas de boutiques de modistes et le contenu d'armoires pleines de robes de toutes les couleurs s'étalent sur les chaises de paille. Bien que les têtes et les corps soient peut-être suffisamment pieux, on sent qu'on a devant soi des êtres individuels. Celle-ci aime le bleu, celle-là le marron, certaines préfèrent les plumes, les autres les pensées ou les myosotis. Il ne viendrait à l'esprit de personne d'introduire un chien dans une église, car bien qu'un chien soit tout à fait supportable dans un jardin, sur un sentier sablé où il ne manque pas de respect aux fleurs, avec cette manière qu'il adhérait le long des bas-côtés de la nef, et de s'approcher d'un pilier dans les intentions qui font frémir d'horreur, si du moins l'on fait partie d'une assemblée de fidèles, seul s'effaroucher est hors de question. Un chien détruit complètement l'harmonie du service. Bien qu'isolément, toutes ces dames soient pieuses, distinguées, et que la théologie, les mathématiques, le latin et le grec de leurs époux soient leurs garants, il en est de même pour elles. Dieu sait pourquoi. Pour une bonne raison, pense Jacob, c'est qu'elles sont laides comme le péché. Un piétinement, un murmure. Jacob rencontra le regard de Timmy Durrant, le fixa d'un air fort sérieux, puis, on ne peut plus solennellement, cligna de l'œil. Waverley, tel était le nom de la villa sise au bord de la route. Ce n'est pas que Mr. Plummer admira tellement Walter Scott, ni qu'il fût tenté de choisir pour sa demeure une dénomination quelconque, mais les noms sont bien utiles quand il faut recevoir chez soi des étudiants de première année. Aussi, pendant que l'on était assis à attendre l'arrivée du quatrième convive, on discuta des noms inscrits sur les portes des maisons. C'est bien ennuyeux,
interrompit brusquement Mrs. Plummer. Mr. Flanders, est-ce que quelqu'un le connaît? Mr. Durant le connaissait, et c'est pourquoi il rougit légèrement et dit avec embarras quelque chose comme Je suis sûr, tout en regardant Mr. Plummer et en plissant la jambe droite de son pantalon. Mr. Plummer se leva et vint se placer devant la cheminée. Mrs. Plummer eut un rire de bonne et franche camarade. Bref, impossible d'imaginer rien de plus abominable que cette scène, ce cadre, cet horizon, jusqu'au jardin, encore affligé en mai d'une stérilité transie, jusqu'au nuage, qui choisit précisément cette minute pour obscurcir le soleil. Évidemment, le jardin, mais à cause du nuage, les feuilles se rebroussaient toutes grises, et les pierrots, il n'y en avait que deux. Je crois, dit son mari à Mrs. Plummer, profitant de la minute où les jeunes gens regardaient fixement par la fenêtre, je crois, et lui, sans toutefois prendre la pleine responsabilité de cet acte, tira la sonnette. Rien ne saurait excuser cet outrage à une heure unique dans la vie humaine, sauf la réflexion qui vint à Mr. Plummer tandis qu'il découpait le gibier. C'est que si un professeur d'université n'invitait jamais ses élèves, si tous les dimanches se passaient, si tous les étudiants terminaient leurs études, devenaient légistes, médecins, membres du Parlement, hommes d'affaires, sans que jamais un professeur, voyons, est-ce la sauce à la menthe qui fait l'agneau ou l'agneau qui fait la sauce? Demanda-t-il à son plus proche voisin pour rompre un silence qui durait depuis 5 minutes et demie. Je ne sais pas, monsieur, dit le jeune homme. À cette minute, Mr. Flanders fit son entrée. Il s'était trompé d'heure. Alors, bien qu'on eût terminé le plat de viande, Mrs. Plummer reprit du chou. Jacob décida naturellement qu'il aurait mangé sa viande quand elle aurait mangé son chou, la regardant de temps à autre pour régler sa vitesse. Par malheur, il avait une faim épouvantable. Ce que voyant, Mrs. Plummer dit qu'elle était sûre que Mr. Flanders ne se formaliserait pas et elle fit servir la tarte. D'un signe de tête particulier, elle fit comprendre à la bonne qu'il fallait offrir une seconde fois du gigot à Mr. Flanders. Elle regarda furtivement le plat, il ne resterait pas grand-chose pour le déjeuner du lendemain. Elle n'était pas à blâmer, car comment aurait-elle empêché son père de l'engendrer 40 ans auparavant dans les faubourgs de Manchester? Et, une fois engendrée, pouvait-elle faire autrement que de grandir pour tondre sur un œuf, que d'être intéressée, arriviste, douée d'une connaissance intuitive et sûre des barreaux de l'échelle sociale et d'une assiduité de fourmi à pousser devant elle jusqu'au dernier échelon George Plummer, son mari. Qu'y avait-il en haut de l'échelle? Sans doute le sentiment que tous les échelons sont franchis. Car, depuis l'époque où George Plummer était devenu professeur de physique ou de je ne sais trop quoi, Mrs. Plummer n'avait plus qu'à se tenir solidement cramponnée à son perchoir, à regarder à ses pieds et à stimuler ses deux laiderons de filles pour leur faire escalader l'échelle à leur tour. Je suis allée aux courses hier, dit-elle, avec mes deux petites filles. Ce n'était pas leur faute non plus à ces petites, si elles étaient déplaisantes. Elles parurent au salon en robe blanche à ceinture bleue. Elles passèrent les cigarettes. Rhoda
avait hérité de son père des yeux d'un gris froid. George Plummer avait des yeux d'un gris froid, mais où passaient des lueurs abstraites. C'était un homme qui pouvait parler de la Perse et des vents alizés, du Reform Bill et de l'ordre des récoltes. Il avait sur les rayons de sa bibliothèque les ouvrages de Wells et de Bernard Shaw, sur sa table des hebdomadaires sérieux à 12 sous, rédigés par des hommes pâles à chaussures boueuses, tristes journaux, grincements et plaintes de cerveaux rincés à l'eau froide et tordus chaque semaine. Tant que je ne les ai pas lus l'un et l'autre entièrement, je n'ai pas le sentiment de connaître la vérité sur quoi que ce soit, s'écria avec conviction Mrs. Plummer, tapant sur la table des matières avec sa grosse main rouge et nue, si peu faite pour porter une bague. Oh Dieu! Oh Dieu! Mon Dieu! S'exclama Jacob lorsque les 4 étudiants sortirent ensemble de la maison. Infect! Répugnant! Dit-il en scrutant la rue, à la recherche d'un lilas, d'une bicyclette, de n'importe quoi qui pût lui rendre le sentiment de la liberté. Bougrement infect, répéta-t-il, s'adressant à Timmy Durrant et résumant ainsi son malaise devant la vision du monde qui lui avait été offerte à ce déjeuner. Un monde capable d'exister. Cela ne faisait pas de doute, mais si peu nécessaire, si inconcevable. Shaw, Wells et les hebdomadaires à 12 sous, peut-on imaginer ça? Où voulaient-ils en venir avec toute leur lessive et leur démolition, ces vieux? N'avaient-ils donc jamais lu Homère, Shakespeare, les poètes élisabétains? La piètre matière à méditation que ces pauvres airs plaçaient si haut, elle apparaissait à Jacob comme clairement dirigée contre les sentiments issus de sa jeunesse et de ses tendances naturelles. Pourtant, il éprouvait une espèce de pitié. Ces malheureuses petites filles. L'excès même de son trouble prouve à quel point il était prêt à être troublé. Insolent et inexpérimenté, il l'était, mais non moins certain que les villes édifiées par la génération précédente n'offrent aux yeux que faubourgs de briques, casernes et lieux de géhenne se profilant sur un flamboiement rouge et jaune. Il était impressionnable. Toutefois, ce terme est contredit par le sang-froid avec lequel il abritait son allumette au creux de sa main repliée. C'était un jeune homme sérieux. N'importe comment, que l'on soit étudiant de première année ou garçon de magasin, homme ou femme, vers l'âge de 20 ans, on subit, comme un choc, et c'est inévitable, la révélation du monde des hommes faits, du monde qui se dresse avec des contours si sombres contre ce que nous sommes, contre la réalité, la lande et Byron, la mer et le phare, la mâchoire de mouton avec ses dents jaunies, contre la conviction tenace, irrésistible, qui rend la jeunesse si insupportable. Je suis ce que je suis, je le suis, je veux l'être. Une forme pour laquelle il n'existe en ce monde aucun moule, sauf celui que Jacob fabriquera lui-même. Les Plummer essaieront de l'en empêcher,
Wells, Shaw, et les hebdomadaires sérieux s'asseoir sur sa tête. Chaque fois qu'il sera invité à déjeuner le dimanche, dans tous les thés et les dîners où il ira, il subira le même choc, le même sentiment d'horreur, le même malaise, accompagné de plaisir, car, à chaque pas de la promenade qu'il fait ensuite le long de la rivière, il tire de ce qui l'environne, il emmagasine en lui-même une si ferme certitude, un tel retour de confiance qu'il lui vient de tout, des arbres penchés, des clochers gris si doux contre le bleu du ciel, de cet air crispé de mai, vivifiant, résistant, plein de particules reprises. Il emmagasine en lui-même une si ferme certitude, un tel retour de confiance, fleurs de marronnier, pollen, tout ce qui donne au printemps sa puissance, enveloppe les arbres de vapeur, les bourgeons de gomme et répand du vert partout. Et la rivière aussi suit son cours, ni débordée, ni trop rapide, mais gorgeant la rame qui plonge, laisse tomber de la palette des gouttelettes argentées et replonge verte et profonde, frôlant les roseaux inclinés comme si elle se complaisait à leur caresse. À la place où ils amarrèrent leur barque, les saules pleureurs penchaient si fort que l'extrémité de leur feuillage traînait parmi les vaguelettes, et que le grand triangle vert enfoncé dans l'eau comme un coin, étant composé de reflets, se déplaçait feuille à feuille chaque fois que les vrais bougeaient. Parfois un frisson de vent, aussitôt dans l'eau un coin de ciel. Tout en mangeant des cerises, Durant laissait tomber celles qui étaient gâtées, celles qui étaient rabougries, dans le triangle sombre. Elles descendaient en tourbillonnant, la queue scintillante, et parfois une cerise à moitié croquée s'enfonçait, rouge, dans l'eau verte. La prairie était au niveau des yeux de Jacob, couché au fond de la barque, toute jaune de boutons d'or. Mais l'herbe n'était pas rampante comme celle du cimetière, mince flot vert, tout prêt à envahir les tombes, elle poussait dure et gonflée de sève. Les yeux levés, la tête renversée, il apercevait des mollets d'enfants et aussi des pattes de vache fondément enfoncées dans l'herbe. Munch, Munch, entendait-il, puis une courte foulée, puis de nouveau Munch, 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 tandis que les bêtes tondaient le gazon jusqu'aux racines. Devant lui, deux papillons blancs tournoyaient autour d'un orme et montaient de plus en plus haut. Le voilà parti, pensa Durant, levant les yeux pour regarder Jacob. Il lut encore quelques pages de son roman et levant les yeux de temps à autre d'une manière curieusement systématique. Et chaque fois qu'il regardait, il tirait quelques cerises du sac et les mangeait d'un air distrait. Des barques les dépassaient, s'écartant du fil de l'eau, obliquant d'une rive à l'autre pour s'entre-éviter, car il y en avait maintenant beaucoup d'amarrés le long des rives. Des robes blanches apparaissaient, une tache ternissait la base de la colonne de ciel qui montait entre deux arbres, autour desquels s'enroulait un filet bleu de fumée. C'était le pique-nique de Lady Miller. De nouvelles barques arrivaient sans cesse, et Durant, sans se lever, rapprocha la sienne du bord. « Ouh !» gémit Jacob. La barque oscillait, les arbres se balançaient, et les robes blanches, les pantalons blancs s'étiraient, longs et tremblotants, puis remontaient vers la rive. Ouh! Il se redressa, s'assit avec la même sensation que si un morceau d'élastique lui claquait en plein visage.
Ce sont des amis de ma mère, dit Durand. À ce que je vois, notre vieux loup de mer n'a pas plaint sa peine avec ce bateau. Il avait suivi toute la côte de Falmouth à la baie Saint-Yves. Vers le 15 juin prochain, un autre bateau plus important, un yacht de 10 tonnes, bien équipé, dit Durand. La question d'argent se pose, dit Jacob. Ma famille pourvoira, dit Durand, fils d'un banquier décédé. Je tiens à garder mon indépendance au point de vue pécuniaire, dit Jacob avec roideur. D'ailleurs, ma mère a parlé de quelque chose comme Harrogate, ajouta-t-il avec un peu d'ennui, tâtant ses lettres au fond de sa poche. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans cette histoire de ton oncle converti au mahométisme? Demanda Timmy. La veille au soir, Jacob lui avait raconté les aventures de l'oncle Morty. Pour te dire la vérité, je pense qu'il nourrit les requins, reprit Jacob. Mais dis donc, Durand, tu n'en laisses pas une, s'exclama-t-il, en froissant le sac qui avait contenu les cerises et en le jetant dans la rivière. Ce faisant, il put voir, dans l'île, la troupe d'invités de Lady Miller. Une sorte de timidité, de mauvaise humeur, de tristesse passa dans son regard. Si nous allions plus loin avec tous ces sales gens, dit-il. Ils remontèrent le courant, laissant l'île derrière eux. La lune d'argent, molle, ennuagée, ne laissait jamais le ciel dans une obscurité totale. Toute la nuit, les fleurs des marronniers blancs restaient visibles parmi le feuillage. La carotte sauvage dans les prés luisait vaguement. À Trinity College, les garçons de salle devaient battre les assiettes comme un jeu de cartes, à en juger par le vacarme qu'on entendait dans la cour d'honneur. Le logement de Jacob était dans la cour Neville, à l'étage supérieur, de sorte qu'on arrivait à sa porte un peu essoufflé. Mais il n'était pas chez lui, en train de dîner dans le hall, sans doute. Bien avant minuit, il fera très sombre dans Neville Court, sauf que d'un côté les piliers ainsi que les fontaines seront blancs de lune, et que le portail fera un curieux effet de dentelle noire sur fond vert pâle. Même par les fenêtres, on entend le bruit des assiettes, un murmure de conversation aussi, et les portes à va-et-vient qui s'ouvrent et se referment avec un choc mat. Il y a des retardataires. Dans la pièce où Jacob travaille, il y a une table ronde et 2 fauteuils bas, des glaïeuls jaunes dans une jarre sur la cheminée, une photographie de sa mère, des cartes de diverses associations ornées de croissants gravés en relief, de cottes de mailles d'initiales, des notes entassées et des pipes. Sur la table du papier réglé, à marge rouge, un devoir sans aucun doute. L'histoire consiste-t-elle dans la biographie des grands hommes? Il y a pas mal de livres, très peu en français, car, n'est-ce pas, les garçons de quelque valeur ne lisent que ce qui les intéresse, mais avec quel fol enthousiasme. La vie du duc de Wellington, entre autres, Spinoza, les romans de Dickens, La Reine des Fées, un dictionnaire grec, avec des pétales de pavot, pareils à de la soie entre les feuillets. Tous les élisabéthains. Les pantoufles de Jacob, incroyablement usées, ont l'air de carcasses de bateaux échoués et brûlés sur le rivage. Qu'y a-t-il encore dans cette pièce? Des reproductions photographiques de statues grecques et une estampe à la manière noire de Sir Joshua Reynolds, le tout bien anglais.
Les œuvres de Jane Austen sont là, peut-être par déférence envers un autre idéal. Carlyle, car c'est un prix qu'il a reçu. Notons aussi quelques ouvrages sur la Renaissance italienne, un traité des maladies du cheval et tous les textes classiques. L'air est languide dans une chambre déserte. À peine gonfle-t-il les rideaux. Les fleurs bougent dans la jarre. Une fibre du fauteuil d'osier craque, bien qu'il n'y ait personne dedans. Descendant les degrés un peu obliquement, Jacob, assis à sa fenêtre, causait avec Durant, qui fumait en examinant une carte. Reprise. Descendant les degrés un peu obliquement, le vieillard, les deux mains nouées derrière le dos, sa robe flottant, noire autour de lui, s'avança d'un pas incertain le long du mur. Puis il prit l'escalier pour monter chez lui. Un autre suivit qui, la main levée, s'extasia devant les colonnes, la porte sculptée le ciel. Puis un autre parut trébuchant, renfrogné. Chacun monta ses étages. 3 lumières apparurent à des fenêtres noires. Si Cambridge émet un rayonnement, c'est sans doute de ces chambres-là qu'il sort. Ici resplendit la langue grecque. Ici, la science. Au rez-de-chaussée, la philosophie. Le pauvre vieil Huxtable ne sait plus marcher droit. Sopwith célèbre la beauté du ciel tous les soirs depuis 20 ans. Et Cowan rit toujours tout seul des mêmes histoires. Elle n'est ni simple, ni pure, ni d'une totale splendeur la lampe du savoir. Car, si on les regarde ces maîtres à sa lumière, que ce soit Rossetti ou Van Gogh qui ornent les murs, qu'il y ait des lilas ou de vieilles pipes dans une potiche reprise. Car si on les regarde ces maîtres à sa lumière, quel air sacerdotal ils ont! Et comme ils font penser à ces coins de banlieue où l'on va contempler un certain point de vue et manger un certain gâteau. Nous en sommes les seuls fournisseurs. Après quoi, on retourne à Londres. La partie de plaisir est terminée. Ayant procédé à son changement de costume avec une ponctualité d'horloge, le vieux professeur Huxtable se laissa tomber dans un fauteuil, bourra sa pipe, choisit son papier, croisa les jambes et sortit ses lunettes. Toute la chair de son visage flasque tomba en plis, comme si des étais en avaient été retirés. Pourtant, arrachés à toutes les banquettes d'un compartiment de métro leurs têtes de clous, et celle du vieil Huxtable les contiendra toutes. 2 chapitres. En ce moment même où son œil parcourt un texte imprimé, quelle procession se met en marche, avec ordre et rapidité, le long des couloirs de sa cervelle, procession sans cesse grossie à mesure qu'elle défile par de nouveaux afflux, jusqu'au moment où tout le hall, tout le dôme, toute la boîte crânienne, qu'on l'appelle comme on voudra, sera grouillante d'idées. Pareil rassemblement n'a lieu dans aucune autre tête. Malgré cela, il lui arrive parfois, au professeur Huxtable, de rester durant des heures cramponné d'une main crispée
au bras de son fauteuil comme un naufragé. Et cela sans autre raison que des élancements dans les pieds, dus peut-être à un corps, peut-être à la goutte. Et alors, quelles imprécations! Et quand on l'entend parler d'argent, quand on le voit sortir sa bourse de cuir, et comme une vieille paysanne méfiante et cachotière qui ne sait que mentir, en tirer à contre-cœur sa plus petite pièce de monnaie. Étrange paralysie, étrange rétrécissement, merveilleuse lumière de l'esprit. Plein de sérénité, au-dessus de toute chose plane le vaste front plein de pensées, et qu'on le suppose endormi ou veillant dans le calme de la nuit, on peut aisément l'imaginer posé sur un oreiller de pierre, dans un repos triomphal. Sopwith, à cette même heure, s'éloignant de la cheminée d'un pas singulièrement inégal, s'était mis à découper le gâteau au chocolat. Jusqu'à minuit ou plus tard, il aurait des étudiants chez lui, parfois 12 en même temps, parfois 3 ou 4, mais personne ne se dérangeait pour les entrants ou les sortants. Sopwith continuait à discourir, à parler, comme si tout pouvait se muer en paroles, la même glissant entre les lèvres sous forme de disques légers, de disques brillants qui se dissolvent dans l'esprit de la jeunesse comme une coulée d'argent, comme le clair de lune. Ah, comme ils s'en souviendront, et du fond de leur vie médiocre regarderont en arrière et reviendront se régénérer. Tiens, par exemple, ce vieux Chucky, mon cher garçon, comment le monde se comporte-t-il envers vous? Et il avança, ce pauvre Chucky, le petit provincial malchanceux, de son vrai nom Stenhouse, dont le surnom, dans la bouche du maître, ressuscitait tant de choses, tout ce que je n'ai pu être. Oui, bien que le lendemain matin, tandis qu'il achetait le journal avant de repartir par le premier train, cette soirée, le gâteau, les jeunes gens, Sopwith lui-même et ses paroles définitives dussent lui paraître quelque chose d'enfantin, d'extravagant. Mais non, pas tant que cela. Et il enverrait son fils à Cambridge. Il économiserait jusqu'au dernier penny pour y envoyer son fils. Sopwith parlait inlassablement. Il entrelaçait les fibres rebelles de discours embarrassés. Reprise. Sopwith parlait inlassablement tout ce que Sopwith parlait inlassablement, parenthèse, il entrelaçait les fibres rebelles de discours embarrassés, fin de parenthèse, reprise. Sopwith parlait inlassablement tout ce que sortaient les étudiants. Et les tressant à sa propre guirlande, si unie, si régulière, il en faisait ressortir les nuances vives, les pointes acérées, la virilité. Il aimait cela. Réellement. À Sopwith, un homme pouvait tout dire, à moins d'être vieux peut-être, ou d'avoir sombré dans la profondeur jusqu'au lieu où les disques d'argent sonnent le creux, où l'exergue de la médaille paraît un peu trop sommaire, la frappe un peu trop nette et la figure gravée toujours pareille. Une tête d'éphèbe grecque. Malgré tout, ce respect subsiste. Seule une femme, devinant le pontife, éprouverait involontairement du mépris. Cowan, Erasmus Cowan, buvait son porto, tout seul, ou bien avec un certain petit homme aux joues roses dont les souvenirs remontaient aussi loin que les siens. Il dégustait son porto,
racontait ses petites histoires, et sans avoir besoin du livre, scandait en latin Virgile et Catulle, comme si les mots pour ses lèvres étaient un nectar. Seulement, c'est une idée qui vient parfois à tout le monde. Seulement, que se passerait-il si le poète entrait? C'est cela, moi? Pourrait-il se demander en désignant du doigt ce petit homme joufflu, dont, après tout, l'esprit est parmi nous le représentant de Virgile, bien que son aspect soit celui d'un goinfre, et que, sans souci des abeilles, de la charrue et autres symboles bucoliques, Cowan voyage en Italie avec un roman français dans sa poche, une couverture sur les genoux, et se félicite de rentrer chez lui, dans son milieu, à sa place, nous montrant dans son élégant petit miroir toujours la même image de Virgile, auréolée de bonnes histoires sur les professeurs de Trinity et de rutilants reflets de Porto. Les mots n'en sont pas moins un nectar pour ses lèvres. Nulle part ailleurs, Virgile ne trouverait une diction plus parfaite, car bien qu'en flânant dans les allées, au fond du parc, la vieille Miss Humfelby déclame assez mélodieusement l'Énéide et même assez exactement, elle retombe toujours sur le même problème. Si je devais le rencontrer, Virgile, que mettrais-je? Et, tout en remontant l'avenue qui mène à Newham College, elle laisse son imagination errer sur certains détails de rencontres entre hommes et femmes qui n'ont jamais été imprimés. C'est pourquoi ces conférences ne sont pas moitié aussi suivies que celles de Cowan, et les choses qu'elle aurait pu dire pour élucider le texte resteront à jamais ignorées. En résumé, placer un maître en présence de ce qu'il enseigne, et le miroir se brisera. Cowan avait fini son Porto. Son exaltation était tombée. Il ne se croyait plus l'image de Virgile, non, mais plutôt un chef d'entreprise, un censeur, un surveillant. Occupé à lire des lignes entre des noms, à accrocher des listes au-dessus des portes, c'est le système grâce auquel la lumière doit briller si elle en est capable, la lumière de toutes les langues, du chinois et du russe, du persan et de l'arabe, de tous ces signes et de toutes ces figures, la lumière de l'histoire, des choses que l'on sait et de celles qu'on est sur le point de savoir. C'est pourquoi, si le soir, en mer, au milieu des vagues mouvantes, on aperçoit de loin une lueur sur les eaux, une ville illuminée, une pâleur dans le ciel, toute pareille à celle qui planait en ce moment même au-dessus du hall de Trinity, pendant qu'on y dînait ou qu'on y lavait les assiettes. Elle a son foyer ici. C'est le rayonnement de Cambridge. Allons faire un tour chez Siméon, dit Jacob. Et ils replièrent la carte, tout étant décidé. Toutes les lumières des chambres donnaient sur la cour et tombaient sur les pavés, faisant ressortir les gazons et, par-ci, par-là, une marguerite. Les étudiants, à cette heure-ci, étaient rentrés chez eux. Dieu sait pour y faire quoi. Mais qu'est-ce qui pouvait dégouliner comme ça? Et, penché à la fenêtre, par-dessus la banquette garnie d'interlocuteurs véhéments, quelqu'un appelait quelqu'un qui passait en toute hâte
et chacun montait, descendait, jusqu'à ce qu'une sorte de grouillement s'établit dans la cour, ruche pleine d'abeilles, d'abeilles rentrant, lourdes de butin, somnolentes, bourdonnantes et soudain harmonieuses. Une valse, en guise de réponse à la sonate au clair de lune. La sonate au clair de lune se tut. La valse cessa brusquement. La valse cessa brusquement. Bien que les jeunes gens continuassent à entrer et à sortir, tous se pressaient comme s'ils avaient rendez-vous. De temps à autre, on percevait un choc sourd, comme si quelque gros meuble tombait à l'improviste et de son plein gré, non par suite de l'agitation générale qui suivait le repas du soir. Probablement à ce bruit, les étudiants levaient les yeux de dessus leurs livres. Lisaient-ils? L'atmosphère indiscutablement donnait une sensation de tension intellectuelle. Des jeunes gens vivaient derrière ces murs. Les uns, sans doute, occupés à lire des revues, des romans feuilletons à 25 sous, les jambes installées peut-être sur les bras des fauteuils et la pipe à la bouche. D'autres, vautrés sur les tables, écrivaient avec un mouvement circulaire de la tête, pendant que leurs plumes couraient sur le papier. Des naïfs, ceux-ci, qui plus tard mais inutile de penser à eux dans leur vieillesse. D'autres croquaient des bonbons, ici on boxait, et ma foi, Hawkins avait dû subitement devenir fou pour ouvrir ainsi sa fenêtre en braillant. Joseph! Joseph! Et se précipiter dans la cour où un homme âgé, en tablier vert, chargé d'une énorme pile de couvercles de fer blanc, hésitait, indécis, et continuait sa route. Mais ceci est une diversion. Certains étudiants travaillaient, étendus dans leurs fauteuils peu rembourrés, tenant leurs livres dans leurs mains comme si c'étaient de futurs sauveurs pour les moments d'adversité. Des jeunes gens anxieux par nature, tourmentés, fils de pasteurs, venant des comtés du centre. Certains lisaient des poèmes de Keats et ces interminables traités d'histoire en je ne sais combien de volumes. Sûrement quelqu'un en commençait un, le commençait par le commencement, afin de bien saisir, c'est si nécessaire, ce que c'est que le Saint-Empire romain germanique. La haute tension intellectuelle, cela en faisait partie, bien qu'il fût dangereux peut-être par une nuit de printemps d'appliquer son esprit à une lecture unique, à tel ou tel chapitre d'un livre, alors qu'à chaque instant la porte s'ouvrait pour laisser entrer Jacob, ou Richard Bonamy qui, fatigué de Keats, se mettait à faire des allumettes roses avec du papier de journal tortillé, penchant la tête, ayant perdu son expression ardente et heureuse, et pris un aspect plutôt farouche. Pourquoi? Simplement peut-être parce que Keats est mort jeune. On voudrait bien soi aussi faire des vers et aimer. Ah, les brutes, mais c'est bougrement difficile. Et peut-être, après tout, pas tellement difficile, du moment qu'à l'étage au-dessous, dans une vaste pièce, 2, 3, 5 jeunes gens réunis en sont convaincus. Convaincus, veux-je dire, de cette brutalité humaine et de la claire différence entre le bon et le mauvais. Dans cette pièce, il y a un sofa, des sièges, une table carrée, et par la fenêtre ouverte, on peut les voir du dehors, ces garçons. Ici, des pieds projetés en avant, là, une jambe recroquevillée dans le coin du divan, et très probablement, mais ça, on ne peut pas le voir, l'un d'entre eux en train de discourir, debout devant le garde étincelle. En tout cas, Jacob est là, à califourchon sur une chaise, occupé à manger des dattes qu'il prend dans une longue boîte. Il rit aux éclats. La réponse arrive du coin du divan. En effet, une pipe surgit, tenue à bout de bras, puis disparaît. Jacob fait demi-tour. À cela, il a une réponse toute prête, bien que le grand type aux cheveux roux assis à la table paraisse le contredire par de lents hochements de tête et que, sortant son canif, il en enfonce la pointe à maintes et maintes reprises dans un des nœuds de la table comme pour affirmer
que la voix venant de la cheminée dit vrai, ce que Jacob ne peut nier. Peut-être quand celui-ci aura fini de mettre en ordre ses noyaux de dattes, trouvera-t-il quelque chose à dire. En vérité, ses lèvres s'entr'ouvrent, mais à ce moment éclate une tempête de rire. Le rire s'éteint subitement. À peine aurait-il eu le temps d'atteindre quelqu'un qui serait arrêté près de la chapelle de l'autre côté de la cour. Le rire s'éteint, et seuls des gestes des bras, déplacements des corps, paraissent donner une forme tangible à ce qui se passe dans la chambre. Est-ce une querelle? Un pari sur les courses d'aviron? N'est-ce rien de semblable? Que dessinent-ils ces bras, ces corps, qui s'agitent dans la chambre à la tombée de la nuit? Une fois la fenêtre dépassée d'un pas ou deux, il n'y a plus rien à regarder dans la cour, sauf les bâtisses environnantes, les hautes cheminées, les toits plats, trop de briques et de maçonnerie pour une nuit de mai peut-être. C'est alors qu'aux yeux de l'esprit surgissent les collines dénudées de Turquie, lignes découpées, terre sèche, fleurs éclatantes, de la couleur et de la couleur encore sur les épaules des femmes, jambes nues dans le ruisseau, foulant le linge sur les cailloux. Alentour de leurs chevilles, le courant forme des bracelets d'eau, mais tout cela n'est pas très distinct parmi les emmaillotements, les emmitouflements d'une nuit de Cambridge. Même les coups de l'horloge semblent assourdis. On dirait que des générations d'hommes doctes, ayant entendu l'heure dernière sonner pour eux, la communiquent atténuée et comme affaiblie par l'âge, avec leur bénédiction au commun des mortels. Était-ce pour recevoir ce legs du passé qu'un jeune homme vint à la fenêtre et y resta? C'était Jacob. Il était là, qui fumait sa pipe, lorsque le dernier coup de l'heure vint ronronner autour de lui. Peut-être une discussion était-elle en train, peut-être était-elle terminée. Il avait un air satisfait, supérieur en vérité. Mais cette expression changea légèrement, tandis qu'il était là debout à écouter le son de l'horloge, qui convoyait vers lui peut-être le sentiment de l'antiquité de ses murs et la notion du temps qui passe, et de lui-même qui en est l'héritier, et du lendemain, et de ses amis en pensant à eux. Avec une confiance et un plaisir sans mélange, il s'étira et bâilla. Pendant ce temps derrière lui, la forme que lui et ses camarades avaient ébauchée au cours ou non d'une discussion, cette forme spirituelle, résistante, bien que fragile, comme le verre, par rapport aux sombres pierres de la chapelle, cette forme vola en éclats lorsque les jeunes gens quittèrent leurs sièges et leurs encoignures de divan, parlant tous à la fois et se bousculant, si bien que l'un d'eux en poussa un autre contre la porte de la chambre à coucher, laquelle céda, et ils s'étalèrent. Alors Jacob seul resta dans le mauvais fauteuil. Seul avec Macha? Avec Anderson? Avec Siméon? Eh oui, avec Siméon. Les autres étaient partis. Julien l'apostat. Lequel des deux prononça ce nom et le flot de paroles qui suivit? Vers minuit parfois se lève, comme un fantôme soudain réveillé, un grand vent. Et celui qui battait des ailes à cette heure dans Trinity soulevait des feuilles invisibles et brouillait tous les sons. Julien l'apostat?
Et puis le vent. Les branches de l'orme s'agitent, les voiles se gonflent, les vieilles goélettes se cabrent et piquent du nez, et dans le torride océan Indien roulent les vagues blêmies, couleur d'orage. Soudain, calme plat. De même, si la forme voilée passe dans les cours de Trinity, elle retombe vite dans son sommeil, ses draperies flottant autour d'elle, la tête appuyée contre un pilier. En tout cas, cela semble avoir de l'importance. Cette voix lasse était celle de Siméon. La voix qui répondit était encore plus lasse. Les petits coups secs d'une pipe contre le manteau de la cheminée empêchaient de distinguer les mots. D'ailleurs, peut-être Jacob s'était-il borné à dire ou n'avait-il rien dit du tout. En vérité, les mots n'étaient pas perceptibles. Mais l'intimité se devinait, cette sorte de plasticité mentale qui fait que l'esprit s'imprime sur l'esprit d'une manière indélébile. Ma foi, tu me parais au courant de la question, dit Jacob, qui se leva et se pencha sur Siméon. Il se balançait, tanguait un peu, il paraissait extraordinairement heureux, comme si sa joie allait déborder et se répandre de tous côtés quand Siméon parlerait. Siméon ne dit rien. Jacob resta debout. Mais cette intimité dont la chambre était remplie, calme, profonde comme un étang, cette intimité subsista, sans qu'il fût besoin de gestes ni de paroles, son flot montait doucement et se répandait, apaisant tout, éclairant tout, et revêtant l'esprit de l'éclat des perles. Si l'on parle de rayonnement, du rayonnement de Cambridge, ce n'est pas une manière de dire. Témoin, Julien l'apostat. Mais Jacob bougea, dit bonsoir tout bas, il descendit dans la cour, il boutonna sa veste sur sa poitrine, il regagna sa chambre et, comme il était le seul être humain à cette minute qui rentrait chez lui, ses pas retentirent. Sa silhouette prit de l'importance. De la chapelle et du hall et de la bibliothèque se répercutait l'écho de ses pas, comme si les vieilles murailles disaient et redisaient, avec une autorité magistrale, voilà le jeune homme, voilà le jeune homme, voilà le jeune homme qui rentre chez lui. 4. À quoi bon vouloir lire Shakespeare, particulièrement dans une de ces petites éditions sur papier mince, dont toutes les pages s'ébouriffent ou sont collées ensemble par l'eau de mer. Bien que les pièces de Shakespeare aient été fréquemment louées et même citées et mises au-dessus du théâtre grec, jamais depuis le début du voyage Jacob n'avait trouvé le moyen d'en lire une d'un bout à l'autre. Et pourtant la belle occasion. En effet, les îles Scilly venaient d'être repérées par Timmy Durrant, comme une ligne de sommet presque au ras des flots. Exactement à la place prévue, tous ses calculs avaient été parfaitement justes et réellement, rien qu'à le voir tel qu'il était là, assis la main sur le gouvernail avec ses bajoux couleur de rose et sa barbe en train de pousser, regardant d'un œil sévère les étoiles puis la boussole, épelant tout à fait bien sa page de l'éternelle leçon de choses réellement, rien qu'à le voir, une femme aurait été émue. Jacob, évidemment, n'était pas une femme. Le spectacle de Timmy Durrant n'en était pas un pour lui. Quant à le dresser contre le ciel et l'adorer, il en était à 1000 lieues. Car il venait de se disputer. Comment il peut se faire que le meilleur procédé pour ouvrir une boîte de singes
quand on a Shakespeare à bord et autour de soi tant de splendeur, transforme deux amis en collégiens hargneux, bien malins qui pourra le dire. Il est vrai que le bœuf conservé se mange froid, que l'eau salée gâte les biscuits et que les vagues roulent, déferlent, d'une façon bien fastidieuse, déferlent, roulent pendant des heures à perte de vue. Tantôt flotte une touffe d'algues, tantôt un morceau de bois. Des navires ont dû sombrer par ici. On aperçoit un ou deux bateaux, chacun suivant sa route. Timmy devine leur destination, sait quel est leur chargement, et grâce à sa longue vue peut dire à quelle compagnie ils appartiennent, et deviner le dividende payé aux actionnaires. Il n'y a pas dans tout cela de quoi mettre Jacob de mauvaise humeur. Les îles Scilly se présentent comme une chaîne basse, presque au niveau de la mer. Malheureusement, Jacob a démoli la clavette du réchaud Primus. Une forte lame qui passerait irrésistible pourrait parfaitement dérober à la vue les îles Scilly. Mais il faut accorder du moins aux jeunes gens que si un déjeuner pris dans ces conditions manque de gaieté, il manque également d'hypocrisie. Nulle nécessité de causer, le repas fini, on allume sa pipe. Timmy se mit à rédiger quelques observations scientifiques. Et quelle fut donc la question qui rompit le silence? L'heure exacte? Le jour qu'il était? En tout cas, elle fut posée sans la moindre gêne, de la façon la plus naturelle. Ensuite, Jacob déboutonna ses vêtements et resta tout nu, sauf sa chemise, dans l'intention probable de se baigner. Les îles Scilly bleuissaient. Subitement, des teintes vertes, des teintes violettes, des teintes bleues envahirent la mer, la laissèrent toute grise. Une bande colorée apparut, puis s'évanouit. Mais quand Jacob eut enfin passé sa chemise par-dessus sa tête, toute la plaine des vagues était bleue et blanche, ondoyante et crépelée, bien que, de temps à autre, une tache violette se montrât comme une meurtrissure à la surface, ou parfois une grosse émeraude flottante et nuancée d'or. Dans le bateau, le banc était positivement brûlant, et le soleil chauffait le dos de Jacob assis tout nu, sa serviette à la main, et contemplant les îles Scilly qui, à diable, la voile se mit à claquer. Et Shakespeare fut projeté par-dessus bord. On put le voir flotter, s'en aller gaiement, ses pages innombrables toutes rebroussées, puis il sombra. Chose assez surprenante, ça sentait la violette. Ou du moins, si la violette est invraisemblable en juillet, on devait cultiver à l'intérieur des terres une autre fleur au parfum pénétrant. Elle n'était pas loin, les terres. On apercevait distinctement toutes les anfractuosités de la falaise et de petites maisons blanches avec de la fumée qui montait. Le paysage avait un aspect étonnant de calme, de paix ensoleillée, comme si toute sagesse et toute piété y étaient descendues parmi les habitants. Parfois retentissait un cri, analogue à celui d'un vendeur de harengs dans une grande rue. Oui, ce pays avait un aspect étonnant de paix et de douceur. Sans doute de vieilles gens fumaient devant les portes. Sans doute les filles, le poing sur la hanche, se réunissaient à la fontaine auprès des chevaux à la tâche. On aurait dit que la fin du monde était arrivée et que les champs de choux et les murets de pierre, les postes des gardes-côtes et surtout les baies de sable blanc où les vagues se brisent sans être vues de personne, allaient s'élever au ciel dans une sorte d'extase. Mais imperceptiblement, la fumée des maisonnettes baissa, devint comme un emblème de deuil, un drapeau dont la caresse flotte au-dessus d'une tombe. Les mouettes, prenant leur vaste envolée et revenant flotter, paisibles, semblaient désigner l'endroit.
Nul doute que, pour un voyageur, en Italie, en Grèce, ou même sur le littoral espagnol, la tristesse de ce paysage n'eût été dissipée par la sensation de nouveauté, l'excitation du voyage et le coup de coude rassurant d'une éducation classique. Mais, sur les collines des Cornouailles se dressent de rudes cheminées et, quelle qu'en soit la cause, la beauté y est d'une tristesse épouvantable. Oui, les cheminées des chaumières, les postes des garde-côtes et les petites baies où les vagues se brisent sans être vues de personne évoquent la peine qui nous accable. Mais d'où peut venir cette pensée? Elle nous est fournie par la terre elle-même. Elle vient des maisons de la côte. Nous partons transparents, le nuage s'épaissit, toute l'histoire vient s'appuyer à notre panneau de verre, toute tentative d'évasion est vaine. Mais si telle est la véritable explication de la tristesse de Jacob assis tout nu, au soleil à regarder le bout du monde, impossible de le dire, car il ne prononça pas un mot. Quant à Timmy, il se posait, de temps à autre, l'espace d'une seconde, la question de savoir si sa famille, oui ou non, le rasait. Peu importe. Il y a des choses dont il vaut mieux ne pas parler. Secouons tout cela, séchons-nous, et emparons-nous de ce qui nous tombera sous la main. Le carnet d'observation de Timmy Durrant, par exemple. En ce cas, dit Jacob, une discussion terrible se commença. Il y a des gens qui sont capables de suivre une route pas à pas, et même d'en ajouter un de plus pour finir, un tout petit, de 15 centimètres environ. D'autres se contentent de juger d'emblée sur des indices. Les yeux se fixent sur le tisonnier. La main droite s'en empare et le soulève. Elle le fait tourner lentement. Et avec une grande précision, elle le remet en place. La main gauche sur le genou scande une marche militaire, majestueuse bien qu'intermittente. Suit une profonde reprise de souffle, invité d'ailleurs à expirer sans avoir servi à rien. Le chat passe devant le foyer, personne n'y fait attention. Me voilà aussi près que possible du cœur du sujet, conclut Timmy. La minute suivante est calme comme la tombe. Il s'ensuit, dit Jacob. La phrase reste inachevée. Mais pour l'observateur, des signes visibles, ces moitiés de phrase sont comme des drapeaux placés au sommet d'un bâtiment. Et qu'est-ce que la côte des Cornouailles, avec son parfum de violette et ses symboles de deuil et son calme recueillement, sinon une image sur l'écran, un film à laisser derrière soi, tandis que l'esprit continue sa route. Il s'ensuit, dit Jacob. Oui, dit Timmy après réflexion, tu es dans le vrai. Alors Jacob se précipita dans l'action, moitié par besoin de détente, moitié pour donner carrière à une sorte d'allégresse. Sûrement, car tandis qu'il carguait la voile ou récurait les assiettes, le bruit le plus singulier sortait de ses lèvres, sûrement un son rude, discordant, une sorte de péant, parce qu'il avait saisi l'argumentation, parce qu'il était maître de la situation, brûlé du soleil, parasé, capable par-dessus le marché de faire le tour du monde dans un yacht de 10 tonnes,
ce qu'il finirait bien par faire un jour sans doute, au lieu de s'installer dans une étude de notaire et de porter des guêtres. Accoutrés comme nous le sommes, dit Timmy, l'ami Macham aimerait autant ne pas être vu en notre compagnie. Il n'avait plus un seul bouton à ses habits. Connais-tu sa tante, à Macham? Demanda Jacob. J'ignorais qu'il eût une tante, dit Timmy. Macham en a des millions, dit Jacob. Il est inscrit au cadastre anglais, dit Timmy. Ses tantes également, dit Jacob. Sa sœur, dit Timmy, est une bien jolie fille. Toi, mon vieux, tu sais ce qui t'attend, dit Jacob. Cela t'arrivera avant de m'arriver, dit Timmy. Mais cette dame dont je te parlais, la tante de Macham, oh, je t'en prie, mon vieux, accouche, dit Timmy, car Jacob riait tellement qu'il ne pouvait plus parler. La tante de Macham, Timmy riait tellement qu'il ne pouvait plus parler. La tante de Macham? Pour quelle raison Macham prête-t-il ainsi à rire? Dit Timmy. Tiens, un type qui semble avoir avalé son épingle de cravate. Avant l'âge de 50 ans, il sera lord chancelier, dit Timmy. C'est un gentleman, dit Jacob. Le duc de Wellington était un gentleman, dit Timmy. Et Keats n'en était pas un. Lord Salisbury en était un. Et le bon Dieu, à ton avis, dit Jacob. Les îles Scilly apparaissaient maintenant comme directement signalées par un index de lumière dorée qui sortait d'un nuage. Et chacun sait à quel point ce spectacle est prodigieux, à quel point ces larges rayons qu'ils illuminent les îles Scilly ou les tombeaux des croisés dans les cathédrales ébranlent jusqu'en ses fondations le scepticisme et conduisent à plaisanter sur la divinité. Reste avec moi, rapide le soir tombe, l'ombre grandit, Seigneur, reste avec moi, se mit à chanter Timmy Durrant. Dans mon pays, on chante un hymne qui commence par ces mots. Grand Dieu, que vois-je et qu'est-ce que j'entends? Avec un molle balancement, les mouettes flottaient par petits groupes de 2 ou 3 autour du bateau.